Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Je ne sais pas, chers amis, si ce nom, Chimène, vous rappelle quelque chose. Oh, pour les amateurs de théâtre classique, c'est bien sûr le prénom d'une héroïne déchirée entre son amour et la fidélité à la mémoire de son papa. Mais pour les passionnés d'actualité policière, Chimène est un autre personnage. C'est un homme qui fut lui aussi au centre d'une tragédie dont la presse a parlé en son temps, une tragédie qui restera encore longtemps, je le pense, un mystère. Cet étrange personnage, dont certains d'entre vous se rappellent peut-être encore la photo en première page de leur journal, avait tout ce qu'il faut, au physique comme au moral, pour exciter les imaginations au moment où il apparut sur la scène de l'actualité. Et même encore aujourd'hui, lorsque vous aurez entendu ce récit, vous ne pourrez pas vous empêcher de continuer à échafauder des suppositions en essayant de reconstituer à votre manière le drame que je vais vous raconter. Car jamais sur ce drame, on a su l'exacte vérité. Nous sommes dans les derniers jours du mois de mai 1931. Le soir est tombé sur le petit village de Berzilly, près de Maubeuge. Cette demi-lumière entre chien et loup va traîner encore un moment avant que n'arrive la nuit. Dans sa toute petite maison, Madame Veuve Pézan est déjà couchée. En bonne paysanne, elle ne traîne pas après le dîner car elle sait qu'elle va se lever fort tôt demain matin. Dans la tranquillité du sommeil qui approche, elle fait machinalement un bilan de sa journée, une journée ni plus ni moins active que toutes les autres, dans une vie consacrée au travail. Et puis, comme tous les jours à cette heure-là, elle repense à son fils, à Edmond. Edmond Pézan, un grand garçon nerveux, fragile. Fragile depuis qu'il a été gazé pendant la guerre, alors qu'il n'était encore qu'un gamin. Madame Veuve Pézan, sa mère, derrière ses paupières que le sommeil alourdit, voit se dessiner le portrait qu'elle conserve de lui, là-bas, sur la cheminée, son portrait en militaire. Comment a-t-il passé sa journée, lui? Le fils. Il est loin maintenant. Il s'est marié avec une gentille fille, et il fait le représentant là-bas, à Goussainville, pas loin de Paris. Pas loin de Paris, mais loin de Maubeuge. Alors on ne se voit pas souvent. Et quand on se voit, ça n'est jamais bien gai. L'Edmond est bizarre, irritable. Il a même tendance à tirer un peu trop sur la bouteille en oubliant qu'il est quand même un grand malade avec ce qu'il a respiré dans les tranchées. Alors, ça ne lui arrange pas le caractère, ça le rend bizarre, quoi. Madame Veuve Pézan se tourne sur le côté avec un gros soupir. À cause de l'image du fils qui s'estompe derrière ses paupières, ou peut-être à cause de ses rhumatismes. Elle ne sait plus. Elle dort. Elle dort et voilà qu'elle rêve. Voilà qu'elle rêve que quelqu'un frappe à la porte. C'est idiot, ces rêves qui font du bruit. Ça vous réveillerait presque. Mais il ne va pas s'arrêter, celui-là. Mais c'est qu'on frappe vraiment. Mais oui, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Voilà, voilà. La vieille femme se lève péniblement, ses pieds trouvent automatiquement dans l'obscurité ces galoches de bois bordées de moutons qu'elle ne quitte que pour la nuit. À tâtons, elle trouve son gros châle qu'elle jette sur ses épaules. Voilà, voilà. Puis, en marmonnant, c'est pas Dieu possible, mais qui peut frapper à cette heure? Moi qui suis en chemise. Elle ouvre prudemment la clenche, elle écarte le battant du haut, et dans cette demi-porte ouverte, une demi-silhouette d'homme se découpe sur la nuit. Edmond, mon petit, mais c'est pas Dieu possible. Te v'là par chez nous. Soir, maman. Un petit mot bref, bourru. Et le fils passe machinalement la main vers l'intérieur, tire la clenche du battant du bas et entre. Derrière lui, une autre silhouette pénètre elle aussi directement dans la cuisine et dit elle aussi « Soir, maman ». Les deux hommes sont maintenant dans la maison, attendant que la lumière se fasse. Madame Pézan se hâte autant qu'elle peut pour trouver la lampe. Ça pour une surprise. Vous v'là tous les deux. Oui, ce sont bien deux hommes aussi taciturnes l'un que l'autre qui ont salué la vieille Madame Pézan. Oh, ce n'est pas qu'elle ait deux fils. Mais le second,
est aussi un personnage important de la famille. C'est Serge. Serge Louis Chimène. Serge Louis Chimène, lui aussi de Goussainville, et c'est un ami de longue date du ménage Edmond-Pézan. C'est même le seul ami d'Edmond, le seul qui arrive à supporter ce caractère ombrageux et difficile. Edmond regarde sa mère. On est arrivé par le train du soir, plus le temps de venir de Maubeuge. Ça fait qu'on n'a pas encore dîné. Bah, c'est que j'ai plus rien, moi. Edmond, sors donc chercher des œufs, que je puisse au moins vous faire une omelette. L'Edmond sort. Son compagnon, Serge Chimène, attend que la porte soit refermée sur ses talons. Il prend un journal qui traîne sur la table, sort un crayon de sa poche, et dans la marge blanche, il écrit quelques mots en haut d'une page, puis il fait discrètement glisser ce message devant Madame Pézan. Elle le regarde un peu étonnée. Serge lui fait signe de lire vite et en silence. Elle tient le quotidien plié en 4 dans la lumière de la lampe, elle l'éloigne à bout de bras et des chiffres. Edmond est venu pour te demander de l'argent. Il est comme fou. Rien, tu m'entends? Je ne lui donnerai rien cette fois. Chut, fait Chimène qui s'empresse de déchirer le morceau de papier et d'en faire une boulette qu'il glisse dans sa poche. Il était temps, voilà l'Edmond qui revient avec les œufs. On n'échangera pas 3 phrases autour de la table, et une fois l'omelette avalée, Madame Pézan prend les assiettes qu'elle va passer sous l'eau. « Allez vous coucher, les enfants. Votre chambre est prête, comme toujours. Bonne nuit !» Et les enfants vont se coucher dans leur chambre. Au matin, les voilà prêts à partir. « Mais enfin, vous avez vu le temps qu'il fait dehors ?» Madame Veuve Pézan n'est pas contente. Mais qu'est-ce que ces 2 gamins sur la quarantaine sont encore allés inventer? Ne voilà-t-il pas qu'ils veulent aller visiter le fort de Berzilly? C'est un coin très à l'écart du village, où on accède qu'en se fourrant dans la boue jusqu'aux genoux. Il y a des mauvais buissons partout, et justement ce matin qu'il pleut, et que le vent souffle en bourrasque glacée. Oh, c'est bien encore une de leurs idées. Enfin, les voilà dehors. Il est 4 heures quand Serge se retrouve à la bonne chaleur de la cuisine. « Tu es seul, mon gars ?» Et le petit. « Oh, ne m'en parlez pas. Edmond, je l'ai laissé là-bas, dans une des casemates du fort. Ça l'a repris, vous savez. » « Quoi donc? » « Ben, sa folie militaire. Il est en plein délire. Il prétend que le pays est envahi par les Allemands. Il dit qu'il a reçu l'ordre de monter la garde du fort et qu'il ne doit en aucun cas abandonner son poste. Jésus-Marie. Bon, on ne peut pas le laisser là-bas avec ce froid. Avec les idées qui peuvent lui passer par la tête. Mais je t'en prie, Serge. Retourne-y. Ramène-le à la maison. Serge Louis Chimène revient à la nuit tombée. Il est 21 heures. Il est seul et nerveux. Je n'ai pas pu décider Edmond à revenir. Il est de plus en plus fou, même qu'il m'a menacé d'un revolver. Un revolver? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, je l'ai laissé, quoi. Serge Chimène marche de long en large en se tordant les mains. Puis il s'assied, se déchausse. Il regarde la vieille femme et ajoute. Quand il a vu que je partais, il m'a rappelé. Et puis il m'a donné ça pour sa femme. Serge Chimène sort de sa poche une carte postale au dos de laquelle sont griffonnées quelques lignes. Ma chérie, je crois qu'il y a longtemps que tu abuses de mes sentiments. Le moment est venu de te dire adieu à jamais. Je croyais avoir en toi une petite femme sur qui compter. Je me suis trompé. Là, de toutes les peines que tu me fais, j'ai décidé une fois pour toutes de disparaître. Je t'embrasse une dernière fois et je te dis adieu. Veille sur mon enfant. Et la carte est signée d'une simple lettre. E. Tu as lu? C'est terrible, il va faire une bêtise. Toi qui es son ami, va. Retourne auprès de lui. Mais essaie de l'empêcher! J'ai peur. Oui, j'ai peur. Edmond est violent. Avec son revolver, il est capable de revenir, de nous tuer tous les deux.
Eh bien moi je n'ai pas peur. Ni de mon fils, ni d'un autre. J'ai ici de quoi me faire respecter. Madame Veuve Pézant referme ses vieilles mains sur le manche d'une fourche. Une fourche dont elle a aiguisé les dents sur la marche de pierre au bas de sa porte. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Voilà, chers amis, l'étrange atmosphère dans laquelle s'est noué le drame qui devint bientôt une affaire policière très étonnante. Donc Serge Chimène et la vieille Madame Pézant passent une nuit terrible dans la petite maison de Berzilly avec les terribles images de cette casemate obscure, cette casemate du fort en pleine campagne où Edmond Pézant est resté seul après avoir écrit ses dernières lignes désespérées au dos d'une carte postale. Et puis, curieusement, cette scène va rester sans suite. Oui, pendant plus d'un mois, personne n'entendra reparler d'Edmond Pézant ni de sa disparition. Le caractère bizarre de la mère du disparu et de son ami intime peuvent être une explication de cet état de choses. Mais pour nous, c'est quand même assez incompréhensible. Ce n'est que plusieurs semaines après que Madame Veuve Pézant se décide à confier cette histoire à un voisin, Monsieur Moreau. Et depuis ce jour-là, dit-elle, depuis sa visite en compagnie de Serge, je n'ai pas eu de nouvelles de mon fils. J'ai peur qu'il ne se soit tué. Monsieur Moreau, vous devriez aller visiter les casemates. Alors Monsieur Moreau visite effectivement les casemates, et dans l'une d'elles, il trouve le cadavre d'Edmond Pézant. Ce n'est plus qu'un corps en complète décomposition. La police est avertie et d'après la position du cadavre et du pistolet qu'on a retrouvé en sa possession, le médecin légiste d'Avesnes, la ville voisine, conclut un suicide et délivre légalement le permis d'inhumer. Là encore, l'affaire pourrait s'arrêter si le juge d'instruction ne recevait un jour la visite d'un certain monsieur Mathieu. Peut-être trouverez-vous mon intervention déplacée, monsieur le juge, mais je voudrais vous demander si vous possédez le numéro de l'arme que l'on a trouvé dans la main du mort de la casemate de Berzilly. Ah, cher monsieur, c'est une information qui fait partie du dossier de l'instruction, et je ne sais vraiment pas pour quelle raison. Je vous en prie, monsieur le juge. Avez-vous ce numéro? Oui, bien sûr. C'est un pistolet de calibre 6,35, dont le numéro est 16801. J'en étais sûr. Ah, j'en étais sûr, monsieur le juge. Je suis armurier à Avesnes, et c'est moi, oui, c'est moi, qui ai vendu cette arme. C'est tout à fait possible, monsieur, et alors? Et alors, monsieur le juge? Ça n'était pas à la victime. Ça n'est pas à Edmond Pézant que j'ai vendu cette arme. Vous êtes certain? Absolument. Il n'y a pas d'erreur possible. Edmond Pézant était un client de longue date. Je ne pourrais le confondre avec personne d'autre. D'ailleurs, j'ai amené ma femme avec moi et, si vous voulez bien l'entendre, elle pourra vous en dire plus car elle a longuement parlé avec l'acheteur de l'arme. Entrez, madame, je vous en prie. Qu'avez-vous à déclarer? Eh bien, c'était le 25 mai, monsieur le juge, vers 16 heures. Un homme est entré dans ma boutique et a commencé par me demander un rasoir. « Je veux quelque chose de très simple et de peu voyant, m'a-t-il dit. Et puis, il a fini par m'acheter ce pistolet. Il avait l'air tellement surexcité que je lui ai demandé s'il ne voulait pas faire une bêtise. Alors il s'est troublé complètement. Il m'a vaguement expliqué que c'était pour sa femme qui était restée seule à la maison. Et puis, il a paru pressé de partir car il a tout de suite sorti son portefeuille que j'ai remarqué parce que il était en mauvais état. Il contenait beaucoup d'argent par contre, de nombreuses coupures de 1000 francs. Aussitôt après, je suis allé avertir le commissaire de police, mais apparemment, il n'a pas recherché ou pas retrouvé l'homme. Par contre, moi-même, je l'ai revu ce soir-là, vers 20h30. Et il était en compagnie d'Edmond Pézant, la victime. Je suis passé près d'eux. Ils étaient en train de parler du chemin à suivre pour aller au fort de Berzilly. Cette déposition est donc un fait nouveau extrêmement troublant. On recherche l'homme,
et on l'identifie très vite comme étant Serge Chimène, ami de longue date du ménage Pézant, habitant lui aussi Goussainville, où il est connu sous le nom de Tonton. Tonton devient bientôt la vedette des articles de presse à sensation, puis il est inculpé pour le meurtre de son ami. Mais Tonton va nier tout. Ce n'est pas un revolver qu'il a acheté ce soir-là, mais de la charcuterie. Les commerçants le reconnaissent formellement. Il continue à nier. À l'heure où on prétend m'avoir vu dans l'armurerie, j'étais dans un café de Maubeuge, où j'attendais mon ami Edmond. Le cafetier dément avec certitude. Ce n'est pas lui qui attendait dans mon établissement. C'est l'autre. C'est Pézant. Lui, Chimène, arriva plus tard en disant qu'il était allé faire des courses. Nouvelle protestation. Le juge fait convoquer la femme de la victime Edmond Pézant. On la trouve chez la mère de Chimène, en train de se lamenter sur l'arrestation de celui-ci et l'accusation qui pèse sur lui. Le juge confronte Chimène et la femme de Pézant. On apprend ainsi qu'il y avait entre eux des relations coupables. « Mais pourtant, j'aimais mon mari », sanglote la femme de la victime. Serge Chimène m'avait comme envoûté. Quand il venait me voir, je ne pouvais plus penser à rien. Je suis bien heureuse qu'il soit en prison, car maintenant je suis délivrée. Le juge présente alors la carte postale signée de la lettre E, dans laquelle Pézant déclare qu'il est décidé à en finir. Non. Non, je ne reconnais pas l'écriture de mon mari. D'ailleurs, il a écrit là qu'il a perdu sa confiance en moi. Or, il ignorait tout de mes relations avec un autre homme. C'est la vieille Madame Pézant que l'on interroge à nouveau maintenant. Serge Chimène a dit que j'avais peur de mon fils, que je voulais peut-être le repousser avec une fourche s'il revenait. Mais c'est faux. Il n'y avait pas plus doux, plus pacifique, plus respectueux que mon garçon. Si j'avais dû avoir peur de quelqu'un, ça aurait été Chimène. Il avait toujours besoin d'argent. Chaque fois que je suis allé voir mon fils, je trouvais Chimène chez lui, et il m'empruntait toujours plusieurs centaines de francs. La nuit où je me suis retrouvé seul avec lui, quand Edmond a disparu, je lui ai reparlé de tout cet argent qu'il me devait. Il m'a insulté. Et c'est lui, oui, c'est lui, que j'ai menacé avec ma fourche. Il me disait, je vous défends d'en parler. Lorsque l'on vous demandera si je vous dois de l'argent, je veux que vous gardiez le silence. Mais vous m'avez remis de l'argent cette nuit-là. C'est Chimène qui est intervenue. La vieille femme baisse la tête. Est-ce vrai? Questionne le juge. Oui, c'est vrai. C'est vrai, je lui ai prêté 500 francs. Mais c'était pas pour lui. C'était pour ma belle-fille. La presse et l'opinion s'emparent alors définitivement de l'affaire. On se livre à toutes sortes d'hypothèses. D'abord, Chimène aurait tué par amour pour la femme de son ami. Ou bien, il a acculé Edmond au suicide, esprit troublé, en lui apprenant l'infidélité de sa femme ou en lui donnant ce revolver. Ou bien encore, le crime n'est que le premier stade d'un plan qui n'a pas abouti. Chimène tue son ami, ensuite il projette de tuer la vieille Madame Pézant, il ferait ainsi croire qu'Edmond, meurtrier de sa mère, s'est suicidé sous l'emprise du remords. C'est alors la femme d'Edmond Pézant qui hérite des deux disparus et qui peut ensuite épouser Chimène. On va même jusqu'à suggérer que le drame secret de la casemate de Berzilly n'est que la fin tragique d'un amour contre nature qui aurait lié depuis longtemps Edmond Pézant et Serge Chimène. Et voici que l'on procède à une démonstration spectaculaire dans le goût de l'époque, un transport de justice. Les magistrats conduisent le meurtrier présumé sur les lieux où se sont déroulées les phases successives de l'affaire pour provoquer éventuellement des recoupements et qui sait, un aveu. Bien entendu, la foule des curieux se presse en masse à chacune des étapes. La première sera pour le village de Haumont, où fut achetée la carte postale sur laquelle les lignes d'adieu de Pézant furent écrites. Chimène conduit sans hésiter le cortège à la boutique, mais la commerçante ne le reconnaît pas. Voici ensuite Maubeuge et la boutique de l'armurier Mathieu. Mais je ne suis jamais venu ici. Monsieur Mathieu se trompe, ou bien il ment. Non, j'ai dit la vérité. Écoutez-moi bien, Chimène. Je n'ai pas à savoir si vous avez ou non commis un crime. Mais si ce que je viens de dire devait vous condamner à mort au pied de l'échafaud à l'instant où votre tête roulerait dans le panier, je répéterai encore, c'est vous qui m'avez acheté ce pistolet. Alors, puisque vous m'avez si bien regardé, puisque vous avez remarqué mon portefeuille décousu, mon costume, vous n'avez pas vu une autre chose que je portais sur moi? Et Serge Chimène se redresse. Il vient d'apercevoir son avocat et il tire de sa poche une lettre cachetée qu'il lui remet.
Elle contient la réponse. C'est un argument massu. C'est la preuve que l'on ne m'a pas vu ici. L'avocat ouvre la lettre, la montre au juge, qui se tourne vers Madame Mathieu, l'armurière. Alors, madame, avez-vous vu autre chose? Vous voudriez pas parler de cet insigne qu'il avait à la boutonnière? Une espèce d'étoile. Oui, je l'ai vu. Je n'avais pas pensé que c'était important, au point de vous en parler. C'en est fait de l'argument massu. Voici maintenant le cortège à Berzilly. Chimène, conduisez-nous à la casemate où l'on a retrouvé le corps. Serge Chimène fait un pas, son avocat le retient. Mais comment voulez-vous, monsieur le juge? Mon client n'est jamais venu dans la casemate tragique. Il vous a bien dit que c'était dans un autre réduit qu'il avait vu son ami une dernière fois. Pézan est allé se tuer seul, un peu plus loin. Le piège a été évité de justesse. Pézan vous a donc remis sa carte d'adieu ici. Qu'en avez-vous fait? Je l'ai remise à sa mère. À quel moment? Dans l'après-midi. Et depuis? Avez-vous revu cette carte? Non, jamais. Madame Pézan l'a gardée. Et Chimène signe sa déclaration. Cette fois, il est tombé dans le piège. En effet, un témoin affirme que Chimène lui a fait lire cette carte vers 23 heures à la lueur d'une lampe le même jour. Voilà, chers amis, vous pensez qu'après cette phase essentielle de l'enquête, c'en est fait de Serge Chimène. Toutes ces contradictions sur la carte et l'achat du revolver sont flagrantes. Les questions d'argent aussi. La femme de la victime finira par déposer que toutes les économies du ménage ont disparu après le départ en forme de fugue d'Edmond Pézan et de Chimène. Ces économies étaient constituées de billets de 1000 francs. N'a-t-on pas vu des coupures semblables dans le portefeuille de l'accusé au moment où il achetait l'arme? Eh bien, je vais vous surprendre. Un expert graphologue affirma que la carte postale d'adieu signée de la lettre E était bien de la main du disparu Edmond Pézan. Sur ce seul fait, l'avocat de Chimène, maître Legrand, put argumenter. Il fit ressortir la fragilité des témoignages. Et maintenant, voulez-vous savoir la fin? Vous pourrez, comme je vous l'ai dit, vous livrer à vos propres hypothèses et donner toutes les explications que vous voudrez. Mais le 30 mars 1932, la justice a rendu un non-lieu. Elle a libéré Serge Chimène. Ah, au fait, entre-temps, la vieille Madame Pézan, elle avait perdu la raison. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. L'assassin, il est grand, brun. Ah, il est jeune, hein. Parlait pas beaucoup, mais il avait un accent. Oh, quel accent, ça je sais pas, moi. Américain ou allemand. Ah, peut-être bien allemand, oh, à moins que ce soit américain. Vous savez, moi, les étrangers. Oui, les étrangers, ils ne les distinguent pas les uns des autres. Cet homme qui répond aux policiers. Il en sert quelquefois dans ce petit restaurant d'Olivet près d'Orléans. Il les sert, mais il ne leur demande pas d'où vient leur accent. Et pour l'instant, c'est la seule piste des enquêteurs.
Le corps a été découvert sur la Nationale 20, à 163 km de Paris. La victime, un certain Koufi, a été abattu en plein jour d'une balle dans la nuque. Il était chauffeur de grande remise et sa voiture, une Vivastella noire, est introuvable. Mais on sait déjà avec certitude que seul son prétendu client a pu le tuer. Ils ont déjeuné ensemble dans ce restaurant d'Olivet. On sait donc, par le serveur, à peu près, je dis bien à peu près, à quoi il ressemble. Et puis plus rien. Et cela émeut le public et affole les policiers. Nous sommes en 1937. 1937, l'année de l'exposition. 1937, le Front populaire est presque mort, la gauche se désorganise. 1937, les fascistes se font efficaces et menaçants, l'Espagne est en plein drame, en Allemagne, le nazisme triomphe. C'est peut-être parce que nous sommes en 1937 que l'affaire en question, qui serait certainement restée la proie des journaux à faits divers en d'autres temps, c'est peut-être parce que nous sommes en 1937 que cette affaire va prendre tant d'ampleur. Car le moindre fait, en 1937, se colore de politique, à tel point qu'il est difficile de trouver un titre un peu neutre à l'histoire que voici. Pour ceux d'entre vous qui en ont vécu les péripéties au jour le jour, il suffira que je dise qu'elle s'est terminée à Versailles par la dernière exécution publique. Et aussitôt, un nom vous surgira à la mémoire, Weymann. Et c'est donc sous ce nom que nous retrouverons l'affaire dans les dossiers extraordinaires. Le nom de Weymann, il a fallu quelque temps aux policiers pour l'entendre. La série de crimes impunis de cette année 1937 était considérable. Mais la machine de la police semblait bloquée par un invisible grain de sable. Quai des Orfèvres, pas le moindre écho. Les indicateurs habituels n'avaient rien à dire. Tout se passait comme si les criminels étaient soudain devenus des hommes parfaits. Pas de maîtresse, pas de bons copains avec qui l'on bavarde, pas de partie de cartes où l'on laisse échapper un mot, pas de receleur ou d'intermédiaire, rien. Le silence absolu. Angoissant, vraiment. Tant pour les familles des victimes que pour les enquêteurs et aussi pour le public, qui ne se sent pas protégé. Tenez, voulez-vous un exemple? Laetitia Toureau. À 18h27, à la station Porte de Charenton, une femme, Laetitia Toureau, monte dans un wagon de première classe vide. À la station suivante, on la retrouve avec un poignard dans le dos. Un fou? Un rôdeur? Une exécution? Voilà ce qui faisait peur en 1937. Tenez, autre exemple. Le 29 novembre, à Saint-Cloud, un agent immobilier est assassiné dans une villa par le client qui l'emmenait visiter les lieux. Une balle dans la nuque. Une balle dans la nuque. Et le client avait, paraît-il, un fort accent étranger. Américain ou bien allemand. Cette balle dans la nuque, cet accent étranger, c'est la première piste sérieuse. Mais est-ce la bonne? Un assassin signe-t-il son crime en clair? Je veux dire, un homme qui s'apprête à en tuer un autre, dépose-t-il au bureau de ce dernier une carte de visite avec son nom et son adresse? C'est la question que se posent les policiers en contemplant la carte de visite laissée à l'agent immobilier par son mystérieux client à l'accent étranger. Arthur Schott, 10 avenue du Parc Impérial, à Nice. Monsieur Schott est représentant de commerce. On le retrouve à Strasbourg. Aucun rapport avec l'assassin. S'il vous plaît, à qui auriez-vous pu donner votre carte récemment? Vous savez, un représentant, cela distribue beaucoup de cartes de visite. Oui, mais réfléchissez bien. Une personne inhabituelle peut-être. Une personne rencontrée en dehors de la profession. Je ne sais pas. Je voudrais bien aider la justice, mais vraiment, je ne vois pas. Bon, nous vous remercions, monsieur. Au revoir. Ah, attendez. Attendez, mon neveu, oui. J'ai donné mon adresse sur une carte à mon neveu, Fritz. Fritz? Un Allemand? Oui. Fritz Frommer, c'est un réfugié allemand. Où demeure-t-il? Idéal Hôtel, rue Saint-Sébastien, à Paris. Rue Saint-Sébastien, à Paris. Le propriétaire de l'hôtel. Monsieur Frommer? Oh, cela fait une semaine que je ne l'ai pas revu. Sa note? Non, il ne l'a pas réglée. D'ailleurs, messieurs, vous pouvez monter dans sa chambre, il a laissé sa valise et tous ses effets. Pouvez-vous nous montrer sa fiche? Parfaitement, messieurs. Ici, tout est en règle.
La fiche comporte le nom d'un correspondant, un autre réfugié allemand. Monsieur Weber? Oui, c'est moi, que désirez-vous? Police. Nous recherchons un certain Fritz Frommer, dont l'oncle nous a donné l'adresse à Paris. Frommer a disparu et vous êtes son correspondant. Je suis également son oncle, messieurs. Je vous avoue que je m'inquiète aussi de ne pas avoir de ses nouvelles. Savez-vous s'il avait des amis à Paris? Très peu, mais il m'a dit récemment avoir rencontré ici un jeune compatriote. Ils se sont connus en prison, à Saarbrück. En prison? Oui. Fritz Frommer a été interné politique pour ses opinions anti-hitlériennes. Et ce camarade? Prisonnier politique également? Non. Non, un personnage plutôt douteux. Il occupait le poste de bibliothécaire à la prison, mais c'était un délinquant notoire. Son nom? Sonner Brey. Mais il vit, je crois, sous le nom de Carrère, dans une villa. Une villa, attendez, dans les bois de Saint-Cloud. Un déclic. Un déclic dans la tête du commissaire, le bois de Saint-Cloud. Là où a été tué l'agent immobilier. L'indication est vague. Mais dans une agence de la Selle Saint-Cloud. Carrère. Ah oui, l'allemand. Il a loué la Voulzy. La Voulzy? C'est le nom d'une villa, avenue Pigault-Lebrun. Quel genre de locataire? Oh, à moitié sérieux. Il a payé son terme d'octobre seulement le 29 novembre. Le 29 novembre. L'agent immobilier a été assassiné le 27. On lui a pris un peu d'argent qu'il avait sur lui. En route pour la Selle Saint-Cloud, annonce le commissaire Primborgne. Et là... Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc le commissaire Primborgne arrête la voiture un peu plus loin que la villa La Voulzy, dans l'avenue Pigault-Lebrun. Le commissaire et 3 inspecteurs rôdent et observent la villa. Regardez, patron. Les volets sont fermés. Il ne doit pas être chez lui. Et là, derrière la haie, 2 bagnoles. Oui, celle du fond, c'est une Celta 4. L'agent immobilier avait une Celta 4. On tient le bon bout, les gars, mais pas d'imprudence. Faites une planque en père tranquille. Moi, je vais chercher des renforts à la mairie de Vaucresson. D'accord, patron, mais faites vite. Le commissaire parti, les policiers font quelques pas. Lorsque débouche d'une petite rue, un homme jeune et fort bien vêtu, jouant avec un chien. Il sourit et vient droit sur Poignant, l'un des inspecteurs. Vous cherchez quelque chose, messieurs? Oui. Connaîtriez-vous un certain monsieur Carrère? C'est moi, que désirez-vous? C'est pour... Voilà, nous sommes agents des contributions et nous aimerions vérifier un petit détail. Parfait, et si vous voulez bien me suivre... Un peu interloqués, les inspecteurs Bourquin et Poignant se ressaisissent et pénètrent dans la ville. « Voulez-vous, s'il vous plaît, me montrer vos cartes ?» demande poliment M. Carrère. « Volontiers, si vous-même aviez l'obligeance de nous faire voir vos papiers. »« Mais parfaitement. Tout ceci entre gens de bonne compagnie, chacun fouille dans ses poches, lorsque la main de Carrère jaillit. Un coup de feu, clac. Tiens, les voilà mes papiers !» Poignant touché s'est écroulé sur un divan. Bourquin bondit, ceinture Carrère, qui a le temps de tirer encore 2 fois à la hauteur du visage. Une balle traverse le chapeau de l'inspecteur, l'autre lui rafle le front. La lutte est dure, le client est sportif. Sur la table traîne un minuscule marteau de tapissier. Il en faut 3 coups au policier pour étourdir enfin Carrère. L'homme se réveille, la tête bandée, il grimace de douleur. « J'ai trop mal. Je veux dormir. » Ton nom? Allez, dis-nous ton nom. Je m'appelle Eugène Weidmann. C'est lui. Lui dont on verra les photos et le nom sur 5 colonnes pendant des semaines. Mais il a sombré à nouveau dans le sommeil et ce n'est que le lendemain que commencera l'abominable confession. Il parle, lentement. Moitié français, moitié allemand, il est poli, assez beau garçon. Mais il a des mains gigantesques. Et derrière les cils noirs, les yeux sont d'une fixité qui étonnera tous les interlocuteurs. Il va avouer ses forfaits dans le désordre, à bâton rompu, au hasard de la conversation. Le Zobre, ah oui, il s'appelait Raymond Le Zobre, l'agent immobilier. Je lui ai pris 5 000 francs pour payer mon loyer en retard.
Et la voiture aussi, la Celta 4. Et l'autre voiture? La Viva Stella? Ah ben c'est à Koufi. J'ai tué Koufi pendant qu'il vérifiait l'huile du moteur. Tu lui as pris de l'argent? 2500 francs. Et puis? Eh bien, Roger Leblond, un mois plus tard. Roger Leblond avait été engagé comme secrétaire général de la Gaîté Montparnasse par Georgius, qui dirigeait l'établissement. Il était très jeune, désireux de réussir. À peine revenu du service militaire, il avait fait passer des annonces dans la presse pour trouver des associés dans une agence théâtrale. On avait retrouvé son corps le dimanche 17 octobre, rue Victor-Noir à Neuilly, dans un somptueux cabriolet vert olive. Il était nu, enveloppé dans un vieux rideau et une toile à matelas. Leblond, alors c'est toi aussi. Vous voulez la preuve? Les bretelles que je porte, ce sont les siennes. Une balle dans la nuque, pendant qu'il attendait les contrats signés. De l'argent cette fois encore? 5000 francs. Oh, c'est vite parti. Alors Fromer est venu me voir. Et c'est parce que Fritz Fromer avait été en prison avec toi? Parce qu'il connaissait ton passé que... Pas du tout. Il est venu, et il m'a montré tout fier l'argent gagné dans la journée. Alors je l'ai tué. Il est enterré dans la cave de la Voulzy. Pour combien l'as-tu tué? 300 francs. Le téléphone. Le quai des Orfèvres pour le commissaire Poinborgne. Je prends. Allô? Poinborgne? Dis donc, je viens de ressortir un dossier. Tu te souviens de la jeune danseuse américaine qui a été kidnappée, à ce qu'on pense? Miss de Coven, oui, Jane de Coven. Sa tante a déclaré que ce garçon qu'elle avait rencontré dans les salons de l'hôtel Ambassador parlait avec un fort accent germano-américain. Est-ce votre gars, par hasard? Compris. Weinman. Jane de Coven. Ça te dit quelque chose? Donnez-moi un papier et un crayon. Un papier et un crayon? Oui. Inspecteur, faites le nécessaire. 5 mots. 5 mots s'alignent sur la feuille, d'une écriture incertaine. J'ai tué Jane de Coven. La balle dans la nuque, elle aussi? Non. Non, je lui avais dit que mon père possédait en Suisse un gros laboratoire de produits pharmaceutiques. Elle est venue à un rendez-vous à Saint-Cloud. Elle fumait une blonde et buvait un verre de lait. Je me suis dit que ce n'était pas la peine de sortir le revolver. Elle était assise et elle riait. Je voyais sa nuque. Je l'ai serrée d'une main. De l'autre, j'ai enfoncé un bâillon dans sa bouche et je l'ai étranglée avec une serviette. Elle a été la première. Vous la trouverez sous le perron de la villa. On la trouve, encore habillée, gantée. On trouve aussi, sous une commode, une mallette de métal. Il y a dedans les objets pris aux morts. Tiens, voici des vêtements de femme, une blouse blanche, des papiers, au nom de Janine Keller. Janine Keller, Weinman. Oui. J'ai tué Janine aussi. Elle demandait une place de gouvernante dans une annonce. Elle habitait Strasbourg. Mais j'ai une révélation à faire. Appelez le juge. On appelle le juge. Je n'ai pas agi tout seul. Il y avait quelqu'un avec moi. Surprise. Quelqu'un? Oui. Roger Million. On s'est connus en prison à Francfort. On est allé chercher Madame Keller à la gare de l'Est. Elle était censée aller travailler chez des riches sud-américains dans la région de Vichy. Le lendemain, on l'a prise à son hôtel pour la conduire à Vichy, soi-disant. Million conduisait la Viva Stella de Koufi, que j'avais tuée sur la Nationale 20. On est allé visiter la forêt de Fontainebleau. Vous souvenez-vous, chers amis qui lisiez les journaux à cette époque, vous souvenez-vous de la caverne aux brigands? C'est dans cet endroit au nom prédestiné, dans la forêt de Fontainebleau, que Weinman et Million exécutent la jeune femme. Au départ, je voulais seulement voler les économies de Madame Keller. Mais Million, il voulait savoir comment j'avais tué Koufi. Alors pour lui montrer, je l'ai envoyé chercher les lampes électriques dans la voiture. Il est revenu. Janine déchiffrait les graffitis sur les parois de la grotte. J'ai éclairé sa nuque et j'ai tiré. Alors il m'a dit, j'ai compris, le prochain c'est pour moi. Ils ont enterré Janine Keller, la trop confiante gouvernante, à même le sol sablonneux de la caverne. Le prochain c'est pour moi, avait dit Million. Le suivant ce fut Leblond, vous savez, l'impresario. Alors Weinman avait donc menti dans un premier temps.
Million se défend comme un beau diable. La presse et l'opinion se posent des questions. Qui est vraiment Weyman? Quelle est sa part exacte dans tous les crimes qu'il a avancés? On apprend son histoire. Un enfant kleptomane et fugueur qui inquiète ses parents. Voilà Eugène Weyman, adolescent. On le fait examiner par un spécialiste. Celui-ci le plonge sous hypnose pour l'interroger plus librement. Il avoue des vols qui remontent à l'âge de 4 ans. Au réveil, il se rend compte qu'il a trop parlé. Alors, dès la séance suivante, il fait semblant de s'endormir et n'avoue que ce qu'il veut bien dire. Mais me direz-vous, on ne peut pas vérifier s'il dort vraiment, par exemple, en le piquant pour voir ses réactions? Eh bien si, justement. Et c'est comme cela que l'on s'apercevra d'une anomalie très exceptionnelle chez cet individu. Écoutez bien, il est tout à fait insensible sur tout le côté droit de son corps. On peut le pincer, le piquer, le brûler même. Le côté droit tout entier est insensible à la douleur. Est-il anormal? Est-il hystérique? Est-il né avec dans sa tête une insensibilité morale qui correspondrait à sa particularité physique? On se le demande, et les experts ont toujours refusé de se prononcer là-dessus. Mais considérons par exemple cette réplique extraite des notes prises au cours d'un interrogatoire. Eugène Weyman, regrettez-vous vos crimes? Pourquoi? Je ne connaissais pas ces gens. Pourquoi je ne connaissais pas ces gens? C'est cette image monstrueuse que le public a devant les yeux. Et c'est un monstre, un vampire, que l'on s'attend à voir paraître au banc des accusés lorsqu'enfin le procès commence aux assises en mars de l'année suivante. Mais, malgré le côté retentissant de l'affaire, Weyman va, si j'ose dire, décevoir son public. C'est le procès mondain par excellence, qu'aux vedettes, l'accusé et son défenseur, maître Moreau Giaferi. Sale comble. On croise Colette, l'écrivain, Maurice Chevalier, venu entre deux répétitions. Pour préserver la pudeur des dames de la bonne société qui siègent au pourtour de la galerie, on a tendu juste à hauteur des genoux un guilleret rideau de satinette bleue. Tout est en place pour cet événement très parisien. On peut faire entrer l'acteur principal. C'est tout juste si on ne le siffle pas dès sa première réplique. Il s'est levé, sans avoir la parole. Il est maigre et pâle, mais très élégant. Complet bleu marine, chemise et cravate impeccable, cheveux gominés, beau regard souligné par des cils noirs. Monsieur le Président, je déclare ceci. Je plaide coupable. Je renonce à être défendu. Tollé dans la salle. Maître Moreau Giaferi sera-t-il privé de plaidoirie? Non. La loi est formelle, on doit être défendu aux assises. Il ne me reste plus guère de temps, chers amis, pour vous raconter ce procès mémorable. Mais le plus étonnant, c'est quand même, je crois, la plaidoirie de maître Moreau Giaferi. Ce passage, surtout. « Mesurant mes mots, clame-t-il, je dis que les crimes de Weyman sont des crimes allemands. Parce qu'il est allemand, parce qu'il est jugé pour l'horreur et le nombre de ses crimes, devant vous se pose cet angoissant problème. Weyman est-il normal? Lui dont les veines ont véhiculé le poison du mal. Avec terreur, je vous dis... Voilà un être jeté sur terre autrement que les autres hommes. Il a commis le crime de naître. Oui, voici ce que l'on entendit pour la défense de Weyman, mais nous étions en mars 1938. Jean Blanc, complice mineur dans l'affaire, bénéficia des circonstances atténuantes. Million fut condamné à mort, mais gracié par le président de la République, Lebrun. Weyman fit encore parler de lui puisque son exécution en public, devant la prison de Versailles, fut la dernière du genre. En effet, on vit tant de dames, très bien, venir tremper leurs mouchoirs dans le sang du supplicié. On vit tant de scènes scandaleuses derrière les fenêtres alentour louées à prix d'or que désormais les exécutions publiques furent interdites. Mais surtout on reste confondu par le repentir profond, religieux, le repentir indéniable qui ne peut pas être attribué à la comédie que manifeste Weyman au cours du procès et de son incarcération. Ce n'est plus le même homme que le bourreau Desfourreaux et ses aides conduisirent vers les bois de justice à 4 heures du matin le 16 juin 1939. Et lorsque tombe le couperet, maître Moreau Giaferi peut déclarer, sans être taxé de chercher un effet, « Il a vécu comme un monstre, il est mort comme un saint. » Mais nous étions en 1939.
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.